see beads of sweat. No, it's not sweat. No, it's not sweat. Hey, Luca, can you clarify, is it increasing or not increasing? It's hard to tell, but it feels like a lot of water. À 400 km au-dessus de la Terre, un astronaute est en train de voir son casque se remplir peu à peu d'eau. Il ne peut pas crier, il ne peut pas le retirer, il ne peut même pas voir, et personne ne peut venir le chercher. Ce n'est pas de la science-fiction, cela s'est réellement produit, et c'est considéré comme un des accidents les plus graves de l'histoire des sorties dans l'espace. En presque 70 ans de vol spatial, on a connu quelques drames. Apollo 1, Soyuz 11 ou les navettes Challenger et Columbia. Des leçons douloureuses payées par des vies humaines. Mais il y a également eu toute une série d'incidents beaucoup moins connus où on est passé très près du drame. Aujourd'hui, on vous raconte 3 de ces histoires. Un astronaute qui manque de se noyer dans son casque à mi-chemin d'une sortie extravéhiculaire, une fusée Apollo frappée par la foudre 2 fois quelques secondes après le décollage, et ce qui est peut-être le seul cas connu d'un mystérieux syndrome de folie spatiale. Qu'auriez-vous fait dans les bottes de Luca Parmitano ? Auriez-vous paniqué et risqué une mort atroce dans le vide spatial ? Ou auriez-vous su faire preuve de sang-froid pour sauver votre vie ? En juillet 2013, l'astronaute italien mène une sortie extravéhiculaire qui doit durer 6 heures. Sa mission ? Connecter des câbles entre les modules Unity et Harmony de la Station Spatiale Internationale. Une tâche banale sur Terre, mais redoutable en orbite. En apesanteur, dans une combinaison rigide qui limite chaque mouvement avec un filin de 25 mètres comme seule sécurité. Luca est cependant en terrain connu. Il s'est entraîné et a déjà mené une sortie similaire quelques jours plus tôt. La sortie démarre le 16 juillet 2013 avec un peu d'avance. Les préparations se sont bien déroulées et Luca commence à avancer sur sa tâche. 38 minutes après le début de la sortie, il contacte le centre de contrôle. Feel a lot of water on the back of my head, but I don't think it's leaked from my back. Are you sweating? You working hard? I am sweating, but it feels like a lot of water. En plus de ça, son capteur de CO2 indique des valeurs anormalement élevées. On lui répond de ne pas s'inquiéter, c'est un défaut connu sur ces combinaisons, probablement de la condensation. Luca continue donc. Ce capteur s'emballe d'habitude en fin de mission après 4 ou 5 heures à transpirer dans la combinaison. Là, il n'est dehors que depuis une demi-heure. C'est en réalité le premier signe que quelque chose est sur le point de très mal se passer. À peine 10 minutes plus tard, l'astronaute européen contacte à nouveau le centre de contrôle. Il sent bien comme une grosse masse d'eau à l'arrière de sa tête. Il ne peut pas la voir directement, elle flotte en apesanteur juste derrière son crâne. Il pense qu'il s'agit d'une fuite de son sac d'hydratation, une petite poche d'eau qui permet aux astronautes de boire pendant leur longue sortie. Sur ces échanges radio, Luca ne paraît pas inquiet outre mesure. Hey, Luca, while you're working there, can you give us maybe some more words on the water? Maybe identify the source you think, and then is it getting any worse or is it the same? Good questions. It feels the same. It's not increasing nor more. I still feel it, and I cannot tell you the source. My only guess is that it came out of my bag and then found its way over there in the back, but I don't have any water in the front of the helmet. L'accalmie est cependant de courte durée. 54 minutes après le début de la sortie, l'astronaute italien reprend contact avec Houston, avec des mots de plus en plus inquiétants. Entre guillemets, je cite, « J'ai l'impression que ça fait quand même beaucoup d'eau ». Son collègue de sortie, Christopher Cassidy, vient le rejoindre sur son segment de la station. Il confirme visuellement la présence d'eau dans le casque de Luca. Il lui conseille de boire tout le reste de son sac d'hydratation, pour éviter que la fuite continue de grossir. Luca s'exécute, mais cela ne donne rien. Même avec sa poche d'hydratation complètement vide, l'eau continue de s'accumuler. La situation est maintenant critique. Non seulement Luca risque de se noyer, mais il pourrait même perdre tous ses moyens de communication si l'eau monte jusqu'à son micro. Il serait alors complètement seul face à son problème, sans personne pour lui apporter de l'aide. À 62 minutes, l'astronaute italien effectue donc un com-check, une vérification radio, car il commence à sentir l'eau s'infiltrer dans son Snoopy Cap, les espèces de bonnets sur lesquels les astronautes fixent leur équipement radio.
Houston ne prend que quelques minutes avant de déclarer la fin prématurée de la sortie. All right, Chris and Luca, just for you guys, based on what we heard with Lucas saying that water is in his eyes now and it seems to be increasing, we think we're going to terminate EVA case for EV2. So, Luca, we'll have you head back to the airlock. Chris, we'll get a plan for you to clean things up here and then join him here in a minute. Pas le temps pour un ouf de soulagement. C'est au contraire maintenant que le danger est au maximum. Lucas doit revenir jusqu'au SAS en suivant son filin. Son collègue de sortie, Cassidy, ne peut pas l'accompagner. Il est contraint par son propre filin qui suit un chemin différent, lié à ses activités avant l'incident. Lucas se retourne pour aller vers le SAS et ce mouvement fait bouger l'eau. Elle se déplace maintenant en face de lui et mouille partiellement ses yeux, son nez et ses oreilles. Au même moment, la Station spatiale internationale entre dans l'ombre de la Terre. Lucas ne voit presque rien et doit progresser vers le SAS grâce aux indications de son collègue tant que sa radio fonctionne. Il l'atteint quelques minutes plus tard. L'incident s'est bien terminé, mais on n'est clairement pas passé loin d'une catastrophe terrible. Un peu moins de sang-froid ou de chance, et Lucas Parmitano aurait pu connaître le sort peu enviable de se noyer dans l'espace. Et c'est en partie cet incident qui a convaincu la NASA qu'il était temps pour de nouvelles combinaisons. Celle-ci devrait être prête dans quelques années pour le retour sur la Lune. Justement, notre deuxième anecdote prend place lors d'une mission lunaire, Apollo 12. Nous sommes le 14 novembre 1969, quelques mois seulement après le premier pas historique de Neil Armstrong sur notre satellite. À nouveau, une gigantesque fusée Saturne V se dresse sur le pas de tir 39A, en Floride. Pete Conrad, Dick Gordon et Al Bean sont étroitement sanglés dans leur capsule. Ils surveillent avec attention la fin du compte à rebours. Leur mission est périlleuse. Aller dans l'espace, c'est encore quelque chose de très nouveau. Et ils sont le deuxième équipage de l'histoire de l'humanité à tenter la folle aventure lunaire. C'est la fin de la matinée et la météo est atroce. De la pluie s'abat sur le pas de tir et le vent souffle fort. On voit à peine la trajectoire prévue de la fusée car le ciel est très bas. Le service météo signale des cumulonimbus, des nuages qui sont souvent accompagnés d'éclairs. Une condition qui, normalement, doit interdire le lancement. La course à la Lune a déjà été gagnée, les conditions sont mauvaises et il y a une fenêtre de report dans 2 jours seulement. La décision la plus raisonnable serait de déclarer un scrub, un report, et de remettre ça à une date ultérieure. Seulement, Richard Nixon est dans le public. C'est la première fois que le président américain fait le déplacement pour voir la Saturne V décoller. Le républicain n'a pas vraiment la NASA dans ses bonnes grâces. Il veut réduire fortement son budget pour aider au financement de la guerre au Vietnam. L'agence spatiale américaine fait donc face à une nouvelle forme de pression. Elle n'a plus à se soucier des efforts lunaires soviétiques, mais elle doit se prouver qu'elle mérite la part énorme de budget fédéral qu'elle monopolise. Et tout retard promet de faire grimper la facture. Tous ces paramètres pèsent lourdement dans la tête de Walter Caprian, le directeur de la mission. Il finit par prendre une décision audacieuse, ignorer la directive 1404 qui interdit les lancements dans les cumulonimbus et continue le compte à rebours. Les chiffres se rapprochent peu à peu de zéro, le temps ne s'améliore pas, puis vient le moment fatidique. Les 5 puissants moteurs F1 de la fusée sont mis à feu. Le sol gronde à des kilomètres à la ronde et les géants d'acier commencent à s'élever dans les airs, destination la Lune. 11:22 a.m. Eastern Standard Time. Pete Conrad reports that your program is in. Tower clear. Les tout premiers instants du vol se déroulent normalement. À partir de 12 secondes, la fusée commence à s'incliner légèrement pour se mettre sur la bonne trajectoire. Elle disparaît également de la vue en entrant dans les couches basses des nuages. Le spectacle donné à Nixon aura été de courte durée. À T plus 36 secondes, la télémétrie s'affole. Plusieurs capteurs sur le véhicule indiquent un puissant choc électrique. La Saturne V vient d'être frappée par la foudre. Le cockpit s'illumine comme un sapin de Noël. Partout, des indicateurs virent au rouge. La décharge a mis hors ligne toutes les piles à combustible du vaisseau. Ce dernier n'est plus qu'alimenté par ses batteries. À peine le temps de comprendre ce qu'il se passe que le choc se reproduit. À T plus 52 secondes, un deuxième éclair. Cette fois-ci, c'est l'indicateur d'attitude qui est HS. Pendant quelques secondes, les gorges se nouent dans le cockpit et à Houston, sans indicateur d'attitude, la fusée ne peut pas connaître son orientation et risque de sortir de sa trajectoire.
La Saturn V continue cependant son chemin imperturbable. L'équipe d'Apollo 12 a eu une chance énorme. Leur indicateur d'attitude à l'intérieur de la capsule est HS, mais celui sur lequel la fusée se repose pour déterminer sa trajectoire fonctionne encore. Poussée par ses puissants moteurs, la Saturn V s'extrait rapidement des nuages. La zone de danger est passée. Quelques instants plus tard, les 3 membres d'équipage doivent tout de même faire face à un tableau de bord qui brille de mille feux. Dans toutes les directions, des indicateurs rouges et oranges. Le vaisseau est clairement affecté par une panne importante. What we got? Again, there's nothing wrong. AC bus, one light, all the fuel cells. I just lost the platform. Au centre de contrôle, on commence à se creuser les méninges. John Aaron, le responsable dédié au système électrique, a une idée. Il demande aux astronautes de basculer une partie des systèmes électriques sur une source auxiliaire. Apollo 12 Houston, try FCE to auxiliary, over. Try FCE to auxiliary. What the hell is that? Fuel cell FCE to auxiliary. Pour cela, il doit activer un interrupteur et personne au centre de contrôle ne se rappelle où il est. Et oui, à l'époque, les vaisseaux Apollo sont un labyrinthe de boutons et d'interrupteurs. On est très loin des écrans tactiles du vaisseau Crew Dragon. C'est Bean, l'un des 3 astronautes à bord, qui finit par se rappeler avoir déjà croisé ce bouton au cours de son entraînement. La manœuvre fonctionne, l'indicateur d'attitude et les piles à combustible sont reconnectés, la mission peut poursuivre son cours. Apollo 12 a eu beaucoup de chance, la Saturn V a bien réagi aux décharges électriques, la leçon a cependant été apprise. Aucune des missions ultérieures n'a été lancée avec une météo aussi mauvaise. Cela n'a pas empêché les déboires dès la mission suivante, Apollo 13, mais c'est une histoire, je pense, que vous connaissez déjà. On va donc plutôt voyager un peu dans le temps et se poser en 1985 pour notre dernière anecdote. Elle est un peu plus spéculative puisqu'elle concerne la santé mentale des astronautes, et c'est un sujet sur lequel la NASA ne s'étend pas trop. Il y a tout de même plusieurs témoignages qui pointent vers un incident sérieux lors de la mission STS-51B, la 17e mission de la navette spatiale américaine. C'est une mission courte, seulement 7 jours, qui vise à exploiter le Space Lab, un module européen qui prend place dans la soute de la navette, et qui permet de la transformer en véritable station scientifique. Cette nouvelle capacité nécessite donc de nouveaux rôles, les spécialistes de mission, des astronautes dont la principale tâche est de réaliser des expériences en orbite. Leur entraînement est allégé et ils ont le plus souvent un background de chercheurs. Ils ne passent donc pas par la même sélection ultra compétitive que subissent les autres astronautes, en tout cas pas à cette époque. La mission STS-51B comporte 2 spécialistes de mission, Ludwig Vandenberg, un chimiste, et Taylor Wang, un physicien. Ils embarquent chacun une expérience principale dont ils sont responsables. La mission étant très courte, le planning est serré et ils n'auront que quelques heures pour mener à bien leur expérience. Wang prépare la sienne depuis 5 ans. Elle doit permettre d'étudier le comportement des gouttes en microgravité. Au 2e jour de la mission, il reçoit enfin l'autorisation de la mettre en œuvre. Il commence ses manipulations, mais n'arrive pas au résultat voulu. Le physicien connaît bien son expérience. Il comprend rapidement ce qui n'a pas fonctionné et veut faire une nouvelle tentative, ce que le centre de contrôle lui refuse. Le timing est trop serré, il y a trop à faire avant le retour sur Terre. Pour Wang, c'est un terrible coup au moral. Des années de travail qui partent en fumée alors qu'il pourrait corriger le tir, si on lui donnait juste 1 heure ou 2. Il subit par ailleurs une pression culturelle énorme. Wang est né en Chine, à Shanghai, avant d'être naturalisé américain. Il est le premier Chinois de l'histoire à aller dans l'espace. Il sait que sa mission est observée et commentée au pays, avec des attentes importantes. Il commentera d'ailleurs plus tard, je cite, « Vous devez comprendre la culture asiatique. Vos actions ne vous représentent pas vous uniquement, elles représentent votre famille. La première chose qu'on vous apprend enfant, c'est à ne pas déshonorer votre famille. Mon expérience avait raté, et je pouvais déjà entendre la déception de mon père. J'étais dans une situation vraiment désespérée. » Fermez les guillemets. Au cours des heures suivant son échec, il passe des heures à discuter avec le commandant de la mission, Robert Overmeyer, qui le trouve très agité, en détresse totale. Un peu plus tard, dans une conversation avec les contrôleurs de vol, il lâche une phrase à glacer le sang. Ouvrez les guillemets, « Si vous ne me laissez pas réparer mon expérience, je ne reviendrai pas. »
La suite est un peu floue, mais peut être éclairée par 2 témoignages. Henry Hartsfield, un astronaute qui était actif à la même époque, se souvient d'un spécialiste de mission qui était obsédé par l'écoutille de la navette. Il répétait sans cesse « J'ai juste à abaisser ce levier et tout l'air de la navette sera évacué dans le vide ». Il se rappelle qu'il avait trouvé à l'époque l'anecdote terrifiante. On ne sait pas si Wang est le spécialiste en question, mais il y a tout de même un indice troublant. Frédéric Gregory, qui était sur la mission avec Wang, se rappelle avoir vu en commençant sa journée, quelques heures après l'échec de l'expérience de son collègue, que l'écoutille était recouverte de scotch. Comme si quelqu'un, Overmeyer peut-être, avait voulu la sécuriser contre une tentative d'ouverture. Il n'existe aucun témoignage ou rapport qui permette d'avoir une compréhension plus complète de l'incident, mais c'est probablement le cas le plus probant d'un coup de folie spatiale. Et par ailleurs, dès le vol suivant de la navette, un verrou a été installé sur la partie interne de l'écoutille, pour garantir qu'elle ne pouvait pas être ouverte à la volée. Le genre de précaution qui doit bien venir de quelque part. Et c'est aussi pour ces raisons que les astronautes sont sélectionnés si durement, y compris sur le plan psychologique. Voilà pour nos 3 anecdotes de presque catastrophe spatiale. Si le format vous plaît, on pourrait en faire un 2e épisode. Il y a quelques autres histoires de quasi-mutinerie, de combinaisons qui ne rentrent plus, ou de capsules qui coulent presque à l'amérissage. Les archives sont remplies d'histoires fascinantes. Je vous invite à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.